Bienvenue à vous sur ce webinaire de In-Situ. Je m'appelle Damien, je suis toujours Damien de Wheel of Death et j'anime toujours les webinaires de In-Situ. Et on fait ça toutes les 3 semaines. Donc abonnez-vous sur la page In-Situ Freelance. Il y a aussi la page In-Situ Portage qu'il faut absolument follower et la page WeDesk à follower aussi. Si vous êtes là, à ce moment-là de la diffusion, c'est probablement que vous regardez la rediffusion. Donc les commentaires, en fait, ils sont en direct. Il y a des gens qui commentent sur le chat. Si vous remettez un commentaire dessus, c'est possible que j'y réponde pas. Mais là maintenant, si vous êtes en direct maintenant, postez des commentaires. Notre super invité va arriver dans une minute super chouette. On va parler cette semaine du Web3 et surtout de son usage en termes de marketing et dans le e-commerce. Alors peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain, mais on va parler de ce que c'est un wallet, de comment ça change le rapport entre les utilisateurs, sa marque, et mon invité qui parle de ce sujet-là est super passionnant cette semaine. Je suis impatient que vous puissiez le découvrir. Sinon, c'est parti pour la vidéo d'intro. Installez-vous et dites-vous bonjour dans les commentaires. Bienvenue à tous.
Toujours, oui, je suis sur la scène. Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Dites-moi dans le chat si si le retour son est bien. Euh, D'accord. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Ouais, super. Tac. Hop. Merci pour vos feedbacks. Aujourd'hui, effectivement, alors dans la team à Lille, il y a tout le monde qui est là. La team à Nantes, il y a tout le monde qui est là. In-situ est présent, hein, bien sûr, un petit peu partout. C'est l'acteur qu'il faut absolument contacter si vous cherchez des missions en freelance. Ils ont tout un réseau de clients pour vous aider. Le son est carré. Merci, merci, monsieur. Aujourd'hui, je reçois Baptiste. Alors, Baptiste, est-ce que c'est bon pour toi? Tout marche bien de ton côté? Fais un pouce. Yes. Je vais faire monter Baptiste sur la scène. Est-ce qu'on t'entend bien? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça va aller. Hop. Tac. Alors, on a tout un programme aujourd'hui, Baptiste, pour échanger. On va parler d'abord de ce que c'est le Web3 et surtout ce que c'est un wallet Web3. Et dans un second temps, on parlera de ce que ça peut avoir comme impact dans l'expérience. Et puis surtout, à la fin, on donnera des exemples. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. Les villes de Valence, Annecy et Grenoble sont représentées. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner la ville dans laquelle vous vous trouvez. Ce sera notre petite interaction aujourd'hui. Baptiste, comment tu veux te présenter? Comment je me présente moi? Mhm. Bah écoute, alors moi je suis consultant chez OnePoint, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le conseil. J'ai commencé plutôt dans le secteur bancaire et en fait là depuis 3-4 ans, notamment venant d'une appétence personnelle pour le Web3, je me suis plutôt spécialisé sur les technologies émergentes et concrètement en fait j'aide donc IAGN, un peu de quantique, Web3, j'aide les entreprises en fait à s'acculturer et aussi identifier en fait comment intégrer ces nouvelles technologies-là de manière pertinente et de valeur dans leur modèle, quels sont les impacts techno, organisationnels, process, etc. Et comment on mesure et anticipe le changement. Ok. Du coup, si dans nos auditeurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les prendra au fur et à mesure et au fil de l'eau. De manière générale, dans les sujets, dans les thématiques autour du Web3, on avait parlé plutôt de ce que c'est les wallets et de comment on va l'utiliser au quotidien. C'est quoi un wallet Web3, quoi? Alors, un wallet Web3, alors peut-être aussi avant d'aborder ce sujet-là, peut-être pour repositionner en fait également ce qu'est le Web3 et d'où l'importance des wallets. Le Web3, c'est vraiment en fait une réponse à un premier inconvénient vis-à-vis du Web2. Donc le Web2, pour repositionner, c'est l'ère du partage, des réseaux sociaux, etc., d'une super belle praticité. Quand on voit les Google Connect, Connect by Facebook, etc. Mais c'est aussi l'ère en fait de l'hypercentralisation et du fait que les grandes plateformes en fait s'accaparent nos données. Donc il y a une prise de conscience collective en fait de vouloir se réapproprier en fait nos propres données. On voit également l'émergence d'une appétence en fait pour la notion de propriété digitale et l'envie en fait de pouvoir rester propriétaire du contenu qu'on produit, libre de pouvoir échanger comme on le souhaite avec sa communauté, libre en fait de ne pas dépendre d'une entité centrale qui va soit accaparer nos données, soit maîtriser un modèle économique sur lequel on n'a pas d'incidence. Et donc arrive le Web 3 avec cette envie en fait de reproduire en fait les usages du Web 2 tels qu'on les connaît, aussi les codes et l'UX, mais de donner la possibilité aux utilisateurs d'être en possession de leurs données, d'être en possession en fait de concrètement leur identité numérique et de pouvoir la gérer. Et c'est là Parce qu'arrive en fait la notion de wallet en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook ou Google, mes données, je les ai cédées à la plateforme. C'est bien la plateforme qui est propriétaire de toutes les données. Et dans le modèle du Exactement. Web3, il faut que je puisse garder la propriété des données et pouvoir les retirer sans avoir à lui demander gentiment de le faire, quoi. Exactement, exactement. Avec tous les impacts GDPR et puis surtout après, c'est surtout l'aspect data brokerage qu'il y a en fait de nos données et que ces plateformes-là en fait se gavent un peu avec. Euh, L'idée avec une wallet en fait, c'est tout simplement en s'appuyant en fait sur la technologie de la blockchain en fait, qui va permettre par l'intermédiaire des smart contracts de représenter tout actif, service, etc., du monde réel dans un monde digital. Mhm. L'objectif, en fait, ça va être de reproduire
concrètement la notion en fait d'identité qu'on peut avoir dans la vie courante de manière digitale. Jusqu'à présent, en fait, on connaissait des usages type la poste numérique ou France Connect. En fait, c'est des notions un peu de wallet parce qu'on va y retrouver de manière sécurisée et seuls nous y avons accès en fait des informations de type identité citoyenne. En fait, il faut imaginer qu'avec le Web3, on va avoir le même mode de fonctionnement. On va avoir donc des notions de wallet qui peuvent être cross-blockchain ou mono-blockchain, où en fait, dedans, on va pouvoir se retrouver à se représenter en fait dans sa vie, dans une vie digitale. Donc, on va très certainement se retrouver demain avec une ou plusieurs wallets. Moi, je suis plutôt convaincu qu'on va avoir plusieurs wallets en fonction de nos usages, avec des documents numériques qui vont avoir été délivrés par l'État et qui seront sous forme de tokens. On va se retrouver avec tous les actifs qu'on a dans un jeu digital. On va les retrouver en fait sur la wallet. Euh, tout ce qui va être par exemple nos billets d'avion demain, tout ce qui va avoir une vie très pratico-pratique, vont se retrouver également demain dans nos wallets. Est-ce que les billets d'avion, typiquement, aujourd'hui, ils sont déjà dans l'application Wallet de Google ou dans l'application Wallet d'Apple, enfin Apple Passport, je pense, Exactement. c'est un peu ce système-là, mais qui appartient pas à Apple ou qui appartient pas à Google, quoi. Voilà, exactement. Si on va jusqu'au bout en fait du système de tickets, en fait aujourd'hui, quand on achète un ticket par exemple chez Lufthansa, en fait tu vas être dépendant du système de Lufthansa, de leur compte, de leur SI, s'ils tombent, etc. Voilà. Demain, avec la notion d'avoir une wallet, par exemple, ça va ouvrir le potentiel du second marché. En fait, par exemple, aujourd'hui, le second marché, il va être maîtrisé par Lufthansa. Il faudrait passer par eux pour revendre son billet, par exemple. Mm. Par là, en fait, le fait de le posséder, moi, en fait, je vais pouvoir en fait agir dessus et aller sur une plateforme où je vais pouvoir me retrouver à la revendre. De la même manière que ça va peut-être également intéresser, imaginons que c'est un vol que je m'apprête à prendre pour me rendre euh, au Caire, par exemple. Ben, en Mhm. fait, ça va peut-être intéresser un acteur comme le musée du Caire de pouvoir, d'une certaine manière, avoir accès à ma wallet avec le niveau public que je peux autoriser et de Ouais. savoir que, par exemple, j'ai un billet pour Lufthansa, ben lui, en fait, c'est une valeur assez importante quand on envisage le partage d'informations publiques, ce qu'on appelle la coopétition. Ça devient hyper intéressant parce que pour lui, c'est une donnée qu'il n'aurait jamais eue auparavant. Et ça va peut-être même lui donner l'envie de créer, par exemple, un partenariat avec Lufthansa, de se dire, ben, maintenant, en fait, on peut se partager des infos sur nos clients, des clients qui cherchent à avoir, en fait, la propriété, mais nous aussi, en tant que grande marque, on y voit un intérêt de pouvoir se partager un certain niveau d'information par l'intermédiaire de ces wallets, ou en tout cas de ces wallets qui stockent l'information. Ouais. Je réfléchis à d'autres cas d'usage très particuliers. On mentionne souvent, par exemple, les garanties ou les contrats de garantie quand on achète de l'électroménager ou des choses comme ça qui pourraient être demain dans un wallet, parce que le papier, on perd tout le temps, il est quelque part chez nous. Ça, c'est Alors, un usage aussi. Ouais. je Ouais. te remercie parce que c'est un super grand usage. Je vais aussi être très transparent, hein. Moi, dans mes activités, je suis très pragmatique. Le Ouais. Web3, c'est pas pour tout le monde non plus. Il faut un certain périmètre, il faut y avoir des intérêts. Si on regarde maintenant, en fait, toute une nouvelle série de produits qui est en train d'apparaître, où on sait que les durées de vie de ces produits sont longues, induisent de la maintenance. Alors, premièrement, on pourrait penser aux voitures, mais là, je pense plutôt à tout ce qui est voiture électrique, vélo électrique, pardon, ou d'autres Mhm. types de produits comme ça, où on va avoir de plus en plus besoin d'une notion de suivi, tant des suivis de maintenance, mais aussi des suivis de propriétaires, parce qu'on sait de plus en plus, dans un monde qui cherche à la décroissance et à être plus raisonné, on sait que voilà, il y a tout ce second marché en fait qui existe autour de ce type de produit-là. Ben, se dire que demain, au lieu d'avoir un carnet d'entretien qui est géré par un seul constructeur, par exemple, mais plutôt de se dire qu'en fait, le produit, par exemple, le vélo électrique, est représenté par un NFT ou un autre type de token, hein, d'ailleurs, un autre type de tokenisation qui existe, que cette info-là, en tant que tracker, est disponible sur la blockchain, c'est un Ouais. moyen, en fait, de s'intermédier avec toutes les parties prenantes qui rentrent en relation autour de ce vélo électrique. Donc, ça peut être un réparateur, ça peut être le constructeur, ça peut être différents propriétaires, en fait, du vélo.
Et l'intérêt que ça peut avoir d'avoir le NFT, c'est que comme il a été édité d'un CRM à la base, c'est qu'en fait, on a toujours la capacité de le suivre et de pouvoir interagir aussi avec ce NFT ou les différents propriétaires du NFT. Donc, on peut imaginer demain quelqu'un qui va revendre sur Le Bon Coin son vélo. Ben, premièrement, en fait, dans son annonce, il va pouvoir rendre public l'adresse du NFT. Comme ça, il va pouvoir démontrer en fait l'authenticité du produit. Donc là, ça réduit tous les problèmes en fait de vérification sur les seconds marchés, etc. C'est by design une utilité qu'apportent en fait les constructeurs. Et quand le produit est revendu, ben, en fait, le NFT va bien entendu changer de wallet, il va passer de l'une à l'autre. Et donc le constructeur en fait du vélo, ou en tout cas le vendeur du vélo, à ce moment-là, lui, c'est tout simple pour lui de récupérer l'information et d'enclencher une nouvelle relation CRM avec le nouveau propriétaire. Et c'est ce qu'on appelle en fait le PRM, le Product Relationship Management. Tu sais que tous les vélos maintenant ils doivent être identifiés et un des systèmes qui est approuvé par l'État c'est le O-code qui donc est collé sur le vélo et le O-code est un NFT. Mais le sujet c'est que tu vois typiquement en fait la société O-code pour fournir ce service-là à l'État elle a implémenté une blockchain et elle a gravé un NFT pour chaque code. Mais la blockchain leur appartient même s'ils achètent des nœuds à IBM. Demain si O-code ferme ils ferment tous leurs nœuds et on n'a plus accès au NFT pour autant tu vois. Alors oui, dans le cadre d'une chaîne publique, d'une chaîne privée en fait, telle qu'ils l'ont créée. En fait, c'est aussi ça sur bien des sujets que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que la blockchain, en fait, on a juste décidé en fait de se partager en fait des infrastructures qui avant étaient centralisées en fait. D'ailleurs, en vrai, des NFT pourraient se perdre en fait d'une certaine manière si tu viens à détruire tous les serveurs sur lesquels on a répété en fait l'information, puisque bien entendu le visuel d'un NFT n'est pas stocké sur la blockchain. Donc oui, c'est pour ça que je précisais qu'on n'est pas tout le temps en fait dans un cas où soit la blockchain est vraiment pertinente. En fait, ça dépend aussi si par la suite ils veulent ouvrir leur blockchain à ce moment-là à d'autres acteurs. Mais de base, d'avoir fait un système blockchain pour un seul acteur, je trouve que c'est un peu de l'argent passé par les fenêtres s'ils en restent là. Bah, c'est-à-dire que ça leur permet à eux d'avoir mieux qu'une base de données classique pour prouver l'unicité des jetons et prouver leur système, enfin, rendre vérifiable leur système de certificat, quoi. Oui, et puis le potentiel derrière business est beaucoup plus important à partir du moment où ils peuvent ouvrir. Il suffirait d'intégrer dans leur blockchain en fait d'autres acteurs. On pourrait imaginer que demain il y ait des nœuds qui soient hébergés par le gouvernement et du coup la blockchain elle serait beaucoup plus résiliente, quoi. Exactement. Enfin, après, là, le côté de l'État, parce que j'ai un peu quelques mots, ils vont très certainement embaucher des acteurs privés, en fait, pour monter certains sujets. Alors, bien entendu, plutôt de front que de back. Mais on sera sur quelque chose qui sera, à mon avis, d'hybride, en fait. On aura un bon layer qui sera très privé et un certain layer public, en fait, en fonction des usages qui seront mis en place, quoi. Alors, tu parlais d'usage justement, ce qu'on a au code, c'est le nom du projet Lovazoa. C'est même une société qui emploie un peu moins d'une centaine de personnes et qui recrute sur We Love Death. Tu peux aller les retrouver. On avait interviewé, interviewé dans le reportage Web3 de We Love Death au code. Le CEO avait répondu aux questions. On avait interviewé aussi le CTO de CoinHouse. Et en fait, les deux expliquaient qu'effectivement, le Web3, en fait, bon, effectivement, aujourd'hui, il y a des usages du wallet où on est en train d'aller chercher de créer son wallet soi-même avec un MetaMask et d'aller sur une chaîne quelconque pour acheter un NFT, etc. Et ça, c'est vraiment un petit peu moins accessible, mais que les trois quarts des usages du Web3, comme le propose Ocode ou CoinHouse, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que CoinHouse, c'est une banque comme les autres, on les appelle au téléphone, on dit je veux faire un virement, etc. Mais derrière, leur système à eux est implémenté avec des technologies Web3, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Est-ce que c'est ça le futur, c'est d'avoir en même temps des services qui sont proposés par l'État, par des sociétés privées, avec du Web3 derrière dans l'implémentation et des éléments de Web3 qui sont accessibles à des gens qui sont plus avancés, quoi, ou des gens plus initiés, quoi. Alors, ta question, en fait, elle soulève deux points, en fait. Pour moi, il y a le sujet, premièrement, en fait, de l'accessibilité de cette technologie.
La blockchain, c'est tout aussi complexe à appréhender par le Kidam que le machine learning, que le big data, etc. Il y a juste en fait les NFT en tant que produits culturels qui ont rendu ça en fait très visible Mhm. euh, et on va dire un peu plus compréhensible du commun des mortels. Ouais. Ceci étant, quand tu regardes les chiffres de la DAN, c'est quand même extrêmement faible. On parle de moins de 2%. La population qui est vraiment, on va dire, Web3 Degents, qui sait utiliser une ou plusieurs wallets, qui sait ce que c'est un MetaMask, un Fantôme, un Kepler, etc. C'est Ouais. une toute petite partie de la population. Euh, Clairement, c'est pas quelque chose qui sera viable demain, ou alors en fait, c'est vraiment faire des usages extrêmement précis. Ce qui est en train de se dégager au niveau des acteurs du Web3, après on voit ça, est-ce qu'on est content ou pas, c'est que le standard, c'est vraiment en fait d'apporter l'UX du Web2 et d'essayer de maintenir autant que possible en fait la sécurité offerte par le Web3. Ce qui veut dire que ce qu'on voit émerger en fait en modèle Web3, euh, c'est plutôt une notion où en fait la wallet elle est gérée en mode custodial en fait avec la responsabilité en fait de Mhm. l'entreprise et elle l'offre de manière totalement transparente en fait derrière la notion d'un compte client. Ouais. Donc en fait ce qu'on voit vraiment émerger, c'est plutôt je me connecte à un site qui peut m'offrir des fonctionnalités Web3. Si je suis premier utilisateur, en fait, ça va juste me demander de créer un compte. Je vais acheter un produit qui se retrouve à être NFTisé. En fait, je vais plutôt recevoir un mail qui va me dire, bah, vous pouvez le retrouver dans votre compte client. Et si jamais vous voulez le sortir, voici le process. Et là, ça commence un peu à se dégrader en termes d'accompagnement client. Mais le fait de se dire full Web3, connectez-vous avec votre wallet, on vous accompagne pas, etc., ça c'est complètement mort. C'est le niveau intermédiaire, c'est on vous accompagne dans la création de votre wallet. Ouais. Mais le stade ultime, c'est on rend ça totalement transparent. Il faut vraiment se dire que demain, c'est plutôt ça qu'on va tendre comme modèle. C'est on aura plusieurs wallets, des gens avertis qui vont se les rapatrier dans, on va dire, quelques wallets qui vont se centraliser d'une certaine manière à leur usage. Mais très certainement, demain, il va y avoir toute une phase en fait d'intégration du grand public en fait dans le modèle Web3, Mhm. c'est-à-dire où les NFT sont des moyens d'ancrage, des moyens de se partager de l'information et de la valeur. Et une fois que ce sera rentré dans les usages, à ce moment-là, on verra émerger en fait aussi une population qui va jusqu'au bout des principes un peu cypherpunk, etc. Et Mhm. vont totalement maîtriser en fait tous leurs actifs et voilà. Là, c'est ce que décrit Samuel, hein, effectivement, hein, on a vu par exemple des projets pour supporter des artistes ou des choses comme ça, où effectivement la première chose qu'on te demande, c'est pas de créer un MetaMask ou de connecter ton MetaMask, mais simplement un email password en login. Et derrière, effectivement, on te dit, ben, si tu veux transférer tes actifs vers un autre MetaMask, c'est possible. Il y a aussi des plateformes où on t'interdit de sortir de la plateforme complètement. On te dit, ben non, non, tu pourras jamais sortir vers un wallet à froid ou quoi. C'est c'est quoi un cold Tu wallet parles de aussi? Moi, Boléro, hein, c'est ça? non, je pensais pas à Bolero en particulier. C'est quoi Bolero? Bah, Boléro, c'est exactement ce que tu décris. C'est en fait, tu peux. Tiens, je fais de la pub alors que enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais je trouve bien comme modèle. Mais justement, alors Boléro, c'est un cas intéressant pour parler engagement client. Donc Boléro, le principe, c'est de dire je suis un artiste, typiquement Ouais, Agoria, je produis une musique, je vais créer un jeton sur ouais. lequel je vais donner en fait différents usages. Et lui, en l'occurrence, c'est que 100% des droits d'auteur du streaming de ces morceaux sont reversés à sa communauté. Mhm. Donc là, par exemple, typiquement, en termes Ouais, d'artistes, ils se créent les moyens en fait de créer une communauté parce que ce jeton qu'ils achètent par l'intermédiaire de la plateforme Bolero, effectivement en mode Web 2, ils ont les moyens de le sortir s'ils le souhaitent. Et sur Discord, ça sert par exemple de jeton d'entrée à la communauté très spécifique Agoria de fans de Bolero. Derrière, en fait, lui, il a la possibilité de mettre aussi tout plein d'usages en place. On sait par exemple que Ticketmaster, ils offrent pour certains acteurs, certains artistes dont tu possèdes le NFT, ils proposent des réductions en fait sur les réservations de salles de concert. ouais. On sait que l'Olympia, ils ont une offre VIP pour justement aussi ces communautés un peu identifiées, où ils ont tout un ensemble de services annexes, premium, qu'ils offrent
pour les fans invétérés en fait de communauté. Et c'est ça en fait le principe du Web3 et peut-être là avec Ocode derrière le potentiel qu'il y a, c'est qu'à la base ils ont juste fait le token d'un vélo comme là Goria il a juste fait le token de sa part de droit d'auteur, mais derrière sur la base de ce token on peut créer en fait toute une expérience, des partenariats, un modèle économique. Ce que j'aime beaucoup, moi, en fait, dans l'idée du Web3, en fait, c'est aussi de laisser place à la sérendipité, en fait. Il y a beaucoup de choses où, moi, ce que j'aime bien dans l'idée du Web3, c'est de se dire, on met à disposition des usagers des fonctionnalités, des moyens capacitaires, des moyens d'authentifier, des moyens de certifier, des moyens de faire des transactions. Maintenant, en fait, vous voyez ce que vous aussi, vous pouvez en faire, en fait. Ouais. Et c'est là que c'est un formidable terrain de jeu pour les marques, parce qu'il y a tout à inventer. Effectivement, moi je pensais plutôt, je pensais au projet du règlement sur YouTube si vous suivez, si vous êtes dans la communauté rap, où effectivement lui ça ressemble un peu plus à Sorar. Ce qu'il a fait, c'est des cartes avec des artistes qui sont pas connus encore aujourd'hui, tu peux acheter différentes cartes et derrière quand les transactions se font entre les membres de la communauté, les cartes elles ont une partie, il y a une fraction du coût de la vente qui est reversée à l'artiste pour financer ses projets quoi. Surtout quand c'est des artistes indépendants qui ne sont pas financés, en fait, même toutes les sources de revenus, elles sont intéressantes. Parce que les plateformes de streaming, ça rémunère pas beaucoup les artistes. Ça me permet pas de dire. Effectivement, j'avais pas pensé, et t'as raison. Je pense qu'avant même Bolero, on parlait déjà de plusieurs artistes qui avaient mis des NFT pour financer les nouveaux albums et que ça leur permettait d'avoir quelque chose qui soit très direct et de se passer des majors pour financer des projets, effectivement, et de donner des avantages en échange à la communauté. Et alors, du coup, passons au côté marque. Comment ça se transpose dans le monde retail existant aujourd'hui? Est-ce que quand tu parles des marques, est-ce qu'on parle des marques distributrices ou des marques des marques des produits, tu vois? Tu vois, par exemple, pour reprendre un élément, est-ce que c'est Logitech ou est-ce que c'est Boulanger qui a vendu le produit Logitech, tu vois? Ou Fnac Darty. Ouais. En fait, c'est ça aussi que j'aime bien dans les projets Web3, c'est que ça invite en fait à repenser en fait sa raison d'être en fait et de se dire à l'aube d'une technologie en fait qui peut nous désintermédier, comment moi je peux m'en servir en fait pour réintermédier directement avec mes clients. Et j'aurais envie de dire, en fait, c'est sur la base aussi de ces questions-là que tu vas être en mesure, en fait, d'identifier la pertinence du sujet. Je te donne un exemple. Récemment, en fait, j'ai travaillé pour une boîte dans la BD. Et en fait, c'est quand même assez dingue parce que, en fait, le produit qu'ils éditent, ils ont des clients qui en sont mais complètement fans de manière incroyable, quoi. Ils ont un attachement émotionnel depuis la tendre enfance avec ça. C'est des BD très connus. Mais en fait, ils n'ont aucune notion des clients, en fait, parce que tous les clients passent par la Fnac, par les autres, etc. Et donc là, en fait, concrètement, c'est de se dire, le Web3, pour eux, c'est un formidable moyen de s'intermédier directement avec, en fait, leurs clients, parce que leur raison d'être, c'est quoi? C'est d'éditer, en fait, l'œuvre d'un artiste vers une communauté de fans qui s'engage avec cet artiste. En fait, le Web3 leur permet de faire ça, parce que s'ils se retrouvent à pouvoir tokeniser ou digitaliser une partie de l'œuvre de la BD en fait de l'artiste et de créer une communauté autour de ça, eux ils se retrouvent en fait avec une nouvelle position d'intermédiaire où ils vont capter énormément d'informations et ils reviennent à leur raison d'être eux-mêmes et on sort de toutes les petites fioritures qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup d'entreprises quand tu regardes, et typiquement par exemple le sujet des retailers, ça peut être complexe de trouver le moyen de créer un NFT, par exemple. Mais moi, récemment, pour un retailer, je lui ai dit, votre raison d'être, c'est quoi? C'est d'avoir 50 boutiques, en fait, chez vous. Il n'y a aucune de ces boutiques-là qui se communiquent entre elles. Vous êtes le seul à avoir la manière, et je garderai le secret, la sauce qu'on a mis en place, vous êtes le seul à avoir la manière de donner à vos utilisateurs un tracker où vous allez aller collecter de l'information chez les 50 distributeurs que vous avez. Et vous, après, vous êtes là à avoir retranscrit votre raison d'être d'intermédiaire des vendeurs avec des acheteurs et vous l'avez augmenté en fait par l'intermédiaire du Web3 puisque vous n'avez plus de barrière. Jérôme demande si on bypass les circuits de distribution, mais c'est pas si simple parce que, tu vois, par exemple, quand tu achètes un produit Dyson chez un revendeur, tu l'achètes aussi parce que la garantie de Dyson elle est incroyable. Et en fait, finalement, du coup,
le revendeur, il t'offre une partie de garantie, tu vois, de service après-vente, mais le fournisseur, l'industriel, il en fournit aussi. Donc, en fait, le revendeur, il est aussi content dans cette partie-là que tu puisses accéder à ton service client directement chez Dyson sans passer par eux et avoir à récupérer la facture, machin chouette. Tu vois, donc il y a aussi des services que le revendeur est content de nous permettre d'y accéder directement, quoi. Ah bah, bien sûr, mais c'est aussi là le risque qui va se présenter en fait pour ces acteurs-là, parce que tout est bien entendu naissant, ça c'est sûr, mais quand tu regardes en fait les deux grands principes de la blockchain, c'est quoi en fait? C'est de pouvoir se passer d'une entité centrale et de pouvoir algorithmiser, je ne sais pas si on peut le dire, algorithmiser en fait la confiance. C'est de Mhm. pouvoir créer un acteur de confiance par l'algorithme en fait. Ouais. Donc, à partir du moment où demain, tu peux te dire qu'il y a une plateforme mondiale qui se crée pour la gestion des garanties en fait, de n'importe quel type de produit, qu'on te donne tous les moyens en fait, d'interagir directement grâce au smart contract et de se faire fi des intermédiaires, c'est quand même un monde où certains en fait, vont être intéressés si derrière ils voient que tous les frais d'intermédiaires en fait, ils se réduisent et disparaissent. C'est comme ça aussi quand même que fonctionne le système de la DeFi. Hein. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, quand tu achètes le produit Dyson, dans la boîte, il y a un petit fascicule avec marqué créer votre compte client chez Dyson pour avoir votre garantie. Mais c'est vrai que ce compte client, il appartient à Dyson, il n'est pas transférable. Demain, je vends mon Dyson à quelqu'un, il n'a pas la garantie, il la perd, tu vois. Exactement. Donc, ouais. Un utilisateur qui dit la blockchain, plus elle grandit, plus elle est obligée de recentraliser à cause des coûts exponentiels de l'infra technique. Ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende le fait que la blockchain, ça consomme beaucoup de ressources, quoi? Alors, c'est vrai pour le Bitcoin, parce que c'est une nécessité déjà pour le Bitcoin, tout simplement parce qu'en fait, le Bitcoin a besoin en fait de consommer de l'énergie pour se donner une valeur en fait. Donc le principe, et c'est aussi tout le principe de l'halving et du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, je crois que ça coûte à peu près 14-15 000 dollars, je crois, ou peut-être, ou non, je me trompe, je crois même que ça a dépassé le prix actuel. Mais on est aux alentours de à peu près 20 000 dollars d'électricité pour produire du Bitcoin. Mais ça, de base, c'était prévu parce que c'était le seul moyen de lui donner une équivalence avec le monde de réel. Maintenant, après, si on regarde en fait global, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la blockchain, c'est juste en fait d'avoir fait se partager et s'échanger en fait des infrastructures qui sont centralisées à la base. Donc, d'un point de vue puce, d'un point de vue serveur, etc., d'un point de vue data center, Mm. on est sur les mêmes problématiques qu'il y a avec le cloud, etc. Donc la blockchain va autant bénéficier de Microsoft qui tente de mettre des serveurs à 5 km sous l'eau, etc. Et après, quand vous regardez en fait les systèmes d'IPOS qui sont en train d'être mis en place, ben, en fait, c'est par les systèmes en fait de scaling et de layering que différents en fait providers de solutions arrivent à résoudre le problème en fait de la consommation énergétique. Mais par rapport à la question d'avant, avec la taille qui augmente des blockchains, je pense que le sujet se trouve plutôt au niveau des protocoles cryptographiques qui vont être mis en place que de la consommation énergétique, puisque ce sera toujours la même pour à chaque fois encrypter, pour encoder pardon, un bloc. Parce que Jérôme qui pose la question, c'est un informaticien. On l'a déjà reçu sur une interview précédente. Et effectivement, quand même, le système, en tout cas, de la blockchain Proof of Work de Bitcoin, il est exponentiel. C'est-à-dire que vu qu'à chaque fois on rechiffre tout, l'entropie du système, elle augmente tout le temps. Alors l'entropie, si vous n'avez pas fait de physique, hein, c'est une unité, un ordre de grandeur macroscopique pour désigner le désordre microscopique. C'est-à-dire que grosso modo, ma chambre, elle est toujours de plus en plus en bordel, même quand je la range. Et la seule solution, c'est d'échanger l'entropie avec un autre système qui en avait moins et d'en mettre dessous. Donc par exemple, si je mets tout sous mon lit, ben, j'ai mis toute l'entropie sous mon lit et en dehors, c'est de nouveau rangé, quoi. Et donc, ce que ça désigne, ça, c'est effectivement algorithmiquement, l'épreuve de travail, elle coûte de plus en plus cher. Plus il y a de transactions dans la base, plus ça coûte cher de faire une nouvelle transaction, quoi. L'entropie, c'est le bordel, effectivement. Effectivement. Après, c'est peut-être la précision que j'aurais dû faire. Moi, je suis pas T'es pas technique tech. hein, de Ouais, base. ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt là pour faire, qui doit être en mesure de savoir parler sur tous les sujets, mais qui est aussi en mesure de dire, attendez, là, je ne maîtrise plus et je connais un expert sur le sujet.
Mais ouais, non, mais de manière générale, enfin après, et tu disais que c'est le problème de la blockchain Bitcoin parce que maintenant les autres blockchains, elles marchent plus sur. Si l'alternative à la proof of work, c'est Proof la of proof of stake, stake. Donc ça veut et dire avec le que delegated POS. c'est-à-dire qu'avant, sur la proof of work, ou sur le système Bitcoin, je vais cramer de la capacité de calcul pour montrer que je m'investis dans la transaction et que je suis capable de résoudre ce problème-là avec tous mes processeurs. La proof of stake, j'ai pas besoin de faire les calculs, j'ai pas besoin de mes CPU. Par contre, je mets de l'enjeu, je montre que j'ai beaucoup d'argent pour garantir cette transaction-là. C'est pour ça que dans la proof of stake sur la stake Ethereum, il faut 4 Ethers, c'est ça? L'équivalent de 100 000 euros pour pouvoir commencer à certifier des transactions? Alors, c'est 32 pour faire un nœud. 32 pour faire un. C'est 32 pour faire un nœud. Effectivement, on est sur du POS. Se pose la question en fait aussi de se dire, est-ce que en fait être riche, c'est vraiment être partie prenante d'un projet. Il y a ce sujet-là. Il y a le deuxième sujet aussi après qui est celui en fait de sous couvert de décentralisation. En fait, on a quand même des enjeux de centralisation. Déjà, rien que d'un point de vue hardware, je crois que 90% de la chaîne Ethereum tourne sur du AWS. Et aussi, on commence à avoir en fait un peu de réglementation des États qui commencent à arriver en fait sur les blockchains. Typiquement, tous les validateurs de nœuds travaillant sur le sol américain sont obligés d'appliquer la réglementation, l'équivalent de l'AMF en fait, donc c'est en l'occurrence l'OFAC, que ça s'applique. Et donc, par exemple, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont des transactions Tornado Cash, enfin, qui ont des wallets ayant un historique ou des Ethers qui ont un historique étant passés par Tornado Cash. Et désormais, en fait, ne peuvent plus faire de transactions avec ces Ethers parce qu'en fait, de facto, plus de 50, je crois qu'il y a plus de 51%, je crois que c'est 53% des validateurs qui sont américains, qui appliquent donc la réglementation américaine et qui commencent à appliquer en fait des règles de l'État américain, du fisc américain sur la blockchain qui est normalement internationale et parce que ça aussi, du coup, les reproches qu'on fait parfois à la blockchain, c'est d'être utilisé par des brigands, par des malfrats, parce que c'est complètement anonyme, mais c'est faux, en fait, c'est absolument auditable. C'est-à-dire que si demain, je t'envoie une transaction sur ton portefeuille, du coup, tu auras l'identifiant de mon portefeuille, et tu pourras avoir toutes les transactions que j'ai faites sur la blockchain Bitcoin. Et c'est ça que sert le Tornado Cash. Le Tornado Cash sert à cacher, donc j'envoie mon argent dans une machine, et il me renvoie l'argent sur un autre wallet, mais on peut pas savoir d'où venait à la base le wallet, quoi. Oui, l'anonymat n'existe pas sur la blockchain. C'était quelque chose qui était vendu auparavant. Alors, ça existe pour quelques personnes qui sont montées très tôt, qui ont réussi à acheter des cryptos à l'époque par d'autres moyens. Aujourd'hui, en fait, faut considérer que la blockchain, c'est un pseudo-anonymat. Et ceux qui ont toute l'info, c'est l'État, en fait. Par exemple, maintenant, je crois que c'est depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, il n'est plus possible d'acheter des cryptos sans faire de KYC. Donc, de facto, l'État a un minima, à un moment, une notion d'un matching entre une identité et une wallet. Mais l'idée derrière, même si on est dans le pseudo-anonymat, moi, ce que j'aime bien avec l'idée du Web3, je pitchais récemment, en fait, un client, je lui disais, est-ce que c'est plus intéressant pour vous de savoir que je m'appelle Baptiste de Metz, ou alors c'est plus intéressant pour vous de savoir qu'il y a un mois, j'étais à Tokyo, que j'y ai acheté un suite dont je possède le NFT, et que sur ma wallet, vous allez pouvoir retrouver tel type d'actif, et donc ne jamais savoir comment je m'appelle, mais par contre tout savoir de ma consommation online, en fait. Et c'est ça aussi le sujet, c'est est-ce qu'on a tant besoin d'une notion d'identité, ou est-ce que l'identité qu'on a, c'est un faisceau d'indices et d'éléments beaucoup plus important que notre citoyenneté. Et du coup, ça, pour revenir effectivement sur le sujet, comme le suggère l'utilisateur, je sais pas quel utilisateur l'a suggéré, mais un utilisateur qui suggère. Aujourd'hui, effectivement, quand je suis en magasin, il n'y a pas mon expérience e-commerce qui m'a suivi, quoi. À la limite, je vais au magasin pour retirer un paquet que j'ai commandé en e-commerce, mais moi, j'aimerais bien, tu vois, à chaque fois que je retire un paquet, par exemple, et que je dois montrer ma pièce d'identité, simplement dire, non, en fait, je suis un client fidèle de ce magasin. Voilà, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de regarder ma pièce d'identité, vous me connaissez déjà, quoi. Est-ce que demain, on va pouvoir, grâce au wallet, avoir plus de cross-canalité pour les gens initiés? En fait, avant
je pense que le Web3, l'usage qu'il veut surtout aller porter, c'est au-delà de la cross-canalité, c'est l'aspect partenarial, en fait, l'aspect partage de valeur, en fait. C'est quand même l'un Ouais. des éléments très forts du Web3. Euh, c'est le partage de valeur, en fait, qu'on va surtout retrouver. Donc, je ne sais pas forcément en quoi le Web3 peut être une réponse à l'omnicanalité. Le Web3 amène la notion d'omnicanalité plutôt quand on commence à faire rentrer, et pardonnez-moi, le sujet métavers, là, qui s'approche un peu, qui pour moi, métavers, c'est juste des réseaux sociaux plus ou moins immersifs. Euh, Là, le Web3 commence à amener une notion d'omnicanalité dans le sens où on va vraiment avoir des usages virtuels, digitaux et physiques et va peut-être apporter de l'omnicanalité ou t'imagines demain que tu te rends dans un immense centre commercial et en fait avec une seule wallet fournie par, je sais pas, Auchan, on va faire honneur au Nord, tu te retrouves en fait à pouvoir consommer tous les services du groupe ADO, mais aussi en fait tous les autres, uniquement par une sorte d'intermédiaire de wallet delivered by Auchan et toute ta vie autour de ça peut être facilité, mais s'il y a un modèle, s'il y a une pertinence, s'il y a un intérêt derrière. Ouais, effectivement, en fait, c'est plus Auchan qui vient me distribuer des NFT qui va les mettre dans mon wallet. Au moment où je passe à la caisse, il y avait un NFT qui était associé à un truc qui va se retrouver dans mon wallet, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, typiquement pour Auchan, ça pourrait marcher de manière très bête, où en fait, tu vas. Alors, faut appliquer les codes du gaming ludique, hein, mais si tu reproduis en fait la notion d'une carte de fidélité, mais dans un univers un peu gaming, tu vois, avec des notions de construction, de build, de farming, Ouais. etc., où en fait les moyens de farmer, c'est de se balader dans un centre commercial, c'est de participer à une opération événementielle, c'est de visiter une boutique où tu as installé un corner spécifique, où tu as flashé un QR code, etc. Enfin, tu vois, il y a des modèles comme ça qui se mettent en place où moi, c'est là que j'y vois un intérêt, c'est qu'en fait, les NFT, ça devient demain des nouveaux moyens en fait de traquer et de collecter de la donnée sans pour autant qu'on soit trop permissieux, et de collecter de la donnée en fait entre divers acteurs où on va juste se dire on a tous un intérêt commun à travailler ensemble en fait. Ok. Jérôme pose une question, hein, c'est ça. Il demande est-ce qu'on pourrait faire un équivalent du magasin Fortnite avec des V-Bucks, mais avec, avec les NFT. C'est quoi les intérêts pour un business aujourd'hui de pouvoir monter ce genre de marché secondaire en fait. Au-delà du marché secondaire, c'est quoi l'intérêt de montrer un magasin parallèle quoi. Et en quoi en fait, en quoi c'est une différence finalement de la marque qui se met à faire la distribution au commerce, de la distribution avec un e-commerce qui lui est propre quoi. Bah, il y a pas vraiment de différence en fait, hein, Ah, dans alors l'usage, ouais. dans l'usage en fait quand tu regardes et c'est aussi ça qui se dégage comme étant le standard en fait des expériences Web 3, c'est que en fait on est en termes d'expérience, en termes du X, en termes de code au standard du Web 2. Et le Web3 n'est qu'un aspect, en fait, j'ai envie de dire, de middle office, où il vient en fait faciliter des échanges, faciliter des partenariats ou faciliter en fait certains usages très spécifiques. Typiquement, ce qu'on parlait tout à l'heure, les transferts de garantie ou d'autres qu'on a pu identifier en fait. C'est après là le cas de l'exemple de Fortnite. J'aimerais me dire que Epic Games, etc., auraient envie d'aller plus loin en fait dans leurs usages, mais ce qu'il faut se dire, c'est que demain mettre des skins en fait en NFT, c'est ouvrir la porte à perdre un peu de la valeur qu'ils peuvent en avoir, parce qu'en fait à maîtriser tout, à maîtriser la propriété, le canal de distribution. Comment ça se gère, etc. Ces skins, en fait, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, ils maîtrisent la propriété, ils maîtrisent le modèle économique. S'ils le font sortir, il peut y avoir une très belle promesse utilisateur derrière, mais elle sera toujours faite au ratio de leur intérêt économique aussi qu'ils vont avoir, hein. Je rappelle juste le début des premières estimations que Meta avait donné sur le pourcentage qu'ils prendraient des créations de NFT. C'était du 47% versus Sandbox qui fait entre 3 et 5, hein. Je pense qu'ils pourront le faire demain pour des promesses utilisateurs, mais ils garderont toujours un modèle économique qui leur est très bénéfique. Ça, du coup, Jérôme me pose la question, c'est bien conforme au droit européen parce que
par rapport à une fidélité qui est chez le client, qui est chez la marque. C'est-à-dire que mes données, elles appartiennent à la marque, je les ai cédées. Là, mes données m'appartiennent bien à moi. Et effectivement, quand je les partage avec un autre acteur, à chaque fois, c'est moi qui décide de ce que je partage, effectivement, ou pas, quoi. Ouais. Alors, c'est tout un sujet, en fait. Effectivement, moi, il y a un cas d'usage que j'aime bien donner. C'est on va avoir une telle maîtrise, en fait, de nos informations que, imaginons, en fait, demain, une wallet sur laquelle je vais avoir tant ma pièce d'identité que un justificatif de domicile tokenisé. Je vais sur Amazon qui fonctionne en mode Web3. Il va me demander à un moment en fait mes informations de livraison. Ben, moi, je vais lui dire non, en fait, je ne te les donne pas parce que je considère que toi, tu n'as pas à les avoir en fait. Par contre, quand ton facteur va me pinguer quand il aura reçu le colis, lui, je vais lui autoriser à partager cette information. Donc déjà, on va pouvoir choisir en fait le niveau d'information qu'on donne. À partir du moment où cette capacité à avoir différents niveaux de partage d'informations, elle est construite au niveau même en fait de ce qu'on tokenise en fait, parce qu'on peut avoir différents niveaux pour encoder, et puis surtout en fait un NFT c'est juste un tracker en fait aussi, donc on peut y adosser des informations, des métadonnées, mais on peut aussi en garder beaucoup de manière captive en fait. Et donc demain je pense que c'est plutôt en fait ce qui va se passer, c'est qu'on aura un niveau de transparence d'information, on saura par exemple que j'ai tel type de produits digitaux, tel type d'actifs, mais on n'en connaîtra pas le détail. Mais juste le fait de le savoir, ça aura de la valeur. Et par contre, le tout dernier point, c'est que quand moi, je me connecte demain à un site en mode Web3 et que je leur donne accès à ma wallet, et qui donc vont avoir accès à différentes informations, qui vont être plus ou moins cryptées, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que oui, vous avez accès à une info sans commune mesure, mais est-ce que y avoir accès vous donne droit à l'exploiter, en fait? Et ça, il y a un flou dessus, en fait. C'est la question de Jérôme, elle est rigolote. Lui, ce qu'il voudrait finalement, c'est créer voilà, un site marchand complètement dark ou sur lequel il échange de la donnée et des modèles, des modèles IA, quoi. Et ça, faut bien expliquer qu'en fait, aujourd'hui, si on utilise son wallet F3, son wallet Web3 qu'on a utilisé sur la chaîne Bitcoin pour acheter des choses illégales, on est complètement tracé, quoi. Faut absolument pas faire ça. Surtout qu'à priori, à chaque fois qu'on achète de la monnaie Web3, du coup, on fait un KYC aujourd'hui. Donc, on fait plus facilement je trouve qu'on fait plus rapidement un KYC pour acheter un euro de Bitcoin ou un euro d'Ethereum que pour ouvrir un PayPal ou que pour ouvrir un terminal de paiement en Bluetooth, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais complètement. Et après, le fait d'avoir une dark room pour vendre des data et des modèles, ça existe déjà. Hein, ça s'appelle les GAFAM. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils le font aujourd'hui et sans nous. Mais oui, l'avantage, effectivement, du coup, Jérôme, c'est que demain, si tu as un client qui a acheté un modèle chez toi, il peut prouver sur le site d'un autre que c'est bien lui qui a acheté le modèle chez toi sans passer par toi. Après, si le modèle est hébergé chez toi, du coup, il peut prouver qu'il a un modèle hébergé chez toi et le remettre chez toi. L'exemple, c'est peut-être les livres audio. Il y avait eu le cas avec Audible qui avait retiré le livre de George Orwell, le 1984 de la bibliothèque. Tous les utilisateurs qui avaient acheté le livre, du coup, ils n'avaient plus accès au livre vu qu'Audible l'avait retiré. Alors, ils l'ont remis après parce qu'en fait, c'est juste parce qu'ils voulaient le mettre à jour, etc. Mais en attendant, du coup, vu que c'est en fait dans ce cas-là, on n'est pas propriétaire du livre, on est le propriétaire d'un droit d'écoute chez Audible du livre. Et si demain Audible ferme, ce qui peut exister, je sais pas, peut-être que demain Jeff Bezos, ça se passe pas bien, une fusée, tout ça, Audible ferme, on sait pas. Du coup, je peux pas aller ailleurs et montrer que j'ai déjà acheté ce livre audio chez eux et que je voudrais pouvoir le réécouter, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais en même temps, si demain j'ai un wallet Web3, qui va vouloir me redonner accès au livre ailleurs alors que je lui ai pas donné de l'argent, j'ai donné de l'argent à une autre plateforme, quoi. C'est un autre sujet. Le reste de la communauté. Ouais. Faudrait du coup on ait un système complètement distribué de livres audio et c'est un peer-to-peer, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un modèle qui avait été un peu mis en place où en fait, en lisant les bouquins, vous gagnez des jetons qui vous donnaient la possibilité d'accéder à d'autres livres. Enfin oui, il y a des modèles qui peuvent se mettre en place, ça c'est clair. Ouais. Mais même déjà aujourd'hui, en fait, quand tu achètes un jeu chez Steam, en fait, tu achètes pas le jeu, tu le loues. Ah,
On a perdu Baptiste, il a dû faire un bac. Mais bon, je vous disais donc que chez Steam, aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, en fait, tu loues l'accès à ce jeu-là pendant plusieurs années, le temps que Steam le garde. Et donc, il y a déjà des jeux qui ont été retirés de la bibliothèque Steam au bout de 40-45 ans. C'est pas vrai, si on avait acheté le jeu, ben, on n'y a plus accès. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà du peer-to-peer. Quand on télécharge un jeu à une heure de pointe ou au jour de sa sortie, en fait, il y a beaucoup de portions de la donnée qu'on va recevoir de ce jeu-là qui viennent d'autres utilisateurs qui utilisent Steam aussi. Et Steam nous met à disposition le flux. Et c'est ce qui permet à Steam de gérer les pics de téléchargement sur les nouveaux jeux. Et voilà, t'as fait un petit bac avec la souris. Ou t'as Non, en rechargé fait, c'est mon l'onglet sans PC. lâche-pas. Non, après 3 fois appuyer sur relancer plus tard mon Chrome, il l'a fait tout seul. Non, mais là, bref, du coup, on a fait le tour des questions. C'est la fin du webinaire. Posez vos dernières questions très rapidement. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Il y a encore une 50aine de personnes qui nous écoutent discuter gentiment. Alors, c'est pas très engagé dans le chat. Il y a que quelques utilisateurs qui posent des questions. Mais en vrai, beaucoup de gens qui nous écoutent. Je pense que les gens sont en train de préparer le repas. C'est vraiment la dernière minute. Est-ce que tu as un dernier message, une dernière tribune à faire passer? Un dernier message à faire passer, je dirais, n'hésitez pas en fait à vous poser la question de la coopétition entre différents acteurs. Je donne un exemple tout bête, les assureurs, en fait, faire le KYC de leurs fournisseurs privés, ils ont tous la même problématique, ils réfléchissent tous à la manière de la régler par la blockchain. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça, où dans la raison d'être, en fait, les activités digitales et tout ne font pas partie. Pourtant, tout le monde a le même problème et je pense qu'il y a un premier sujet où beaucoup d'acteurs auraient un intérêt à se parler entre eux, à se dire est-ce qu'on a un intérêt à se partager de la valeur, à se partager des irritants, des problématiques. Et c'est souvent ça qui fait émerger en fait les meilleurs usages Web3. Super cool. Du coup, dans le chat, ils sont calmes. Hein. Je pense que c'est le début de la digestion déjà. Merci beaucoup. Cassandra, est-ce qu'il y a des dernières choses? De manière générale, n'hésitez pas à contacter le cache, c'est mieux. Ouais, garder du cache sur son oreiller, c'est mieux, Jérôme. Pourquoi pas. Mais du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec Baptiste. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à prendre contact avec les collaborateurs d'InSitu si vous voulez rentrer, si vous voulez en savoir plus sur les missions qui sont proposées en ce moment sur WeDesk et InSitu. Et puis, merci beaucoup de vous intéresser à d'autres sujets. A priori, le prochain sujet, on parle de craft. J'ai déjà préparé les interviews. J'ai déjà préparé les interviews avec les intervenants. On va parler de craft. Le rendez-vous est pas déterminé encore, mais ce sera au mois de novembre. Donc, abonnez-vous à la chaîne InSitu pour savoir exactement quand est-ce qu'on va parler de craft tous ensemble. Merci beaucoup, Baptiste. À bientôt. Merci à toi, merci à tous. Une très bonne journée. Ce sera très bientôt, nous dit Cassandre.